Dans cette dernière capsule sur les matrices de passage, on va voir comment on peut les utiliser pour appliquer les MPC. Donc, depuis le début du cours, ces trois lettres-là, MPC, reviennent assez souvent. Hein? On s'est servi des MPC pour simuler une rigidité infinie. On a vu ça aussi dans un problème sur Moodle pour venir imposer que le mouvement suivait une certaine direction particulière. Les MPC, ça serait une façon aussi de venir appliquer une forme de contact. Donc, si on avait deux modèles éléments finis, puis ils étaient en contact l'un avec l'autre, donc une façon simple de venir simuler ce contact-là, ça serait avec une loi en MPC. Mais donc on a vu qu'on pouvait les utiliser de plusieurs différentes façons, mais on n'est pas allé en détail de montrer comment est-ce que ça vient changer les mathématiques à l'intérieur de notre résolution de problèmes d'éléments finis. Donc, lorsque dans Nastran, par exemple, on vient définir nos MPC, on vient rentrer nos commandes MPC et là, on a toute une série de degrés de liberté mètre avec des coefficients A11, A12, etc. Et puis, on a pour chaque équation aussi un degré de liberté esclave avec son coefficient à lui aussi. Et puis, des MPC, on peut en avoir autant qu'on veut avec un seul esclave dans chaque équation, un esclave qui est pas répété, qui est toujours différent d'une équation à l'autre. Et donc, de façon un peu générale, on peut venir réexprimer toutes ces MPC-là sous une forme matricielle où on a tous nos coefficients qui multiplient les degrés de liberté mètre et puis une autre matrice avec tous les coefficients qui multiplient les degrés de liberté esclave. Et puis ça, c'est égal à 0. Donc, peut-être que vous voyez un peu où on s'en va avec les matrices de passage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper cette relation-là. Donc, on va avoir AMM fois nos degrés de liberté mètre plus AEE fois nos degrés de liberté esclave. Et puis, en fait, si on prend AMM fois nos degrés de liberté mètre, puis on envoie ça de l'autre côté de l'équation, puis AEE, on l'envoie lui aussi de l'autre côté de l'équation en faisant l'inverse, on est capable de venir isoler nos degrés de liberté esclave. Donc, on va venir écrire nos degrés de liberté esclave comme le négatif de l'inverse de la matrice AEE fois la matrice AMM fois nos degrés de liberté mètre. Et donc, on a une relation mathématique qui vient faire le lien entre nos degrés de liberté esclave et nos degrés de liberté mètre. Et donc, une fois qu'on a ça, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est de venir réexprimer tous nos degrés de liberté en fonction de nos mètres. Donc, revenons à notre formulation élément fini. Considérons le système global, la structure. Donc là, c'est un peu différent de ce qu'on a fait pour le relâchement de degré de liberté où on travaillait dans le système local. Maintenant, on travaille dans le système global. Et donc là, on va venir découper tous nos degrés de liberté comme des maîtres et puis des esclaves. Et ce qu'on va venir faire, en fait, c'est qu'on va venir représenter nos maîtres et nos esclaves à l'aide de cette relation-là ici. Donc, nos maîtres et nos esclaves, les maîtres, c'est la matrice identité fois les maîtres. Puis les esclaves, c'est la relation qu'on a codée dans nos MPC sous cette forme-là qui multiplie nos esclaves. Et donc ça devient notre matrice de passage qui permet d'exprimer tous les degrés de liberté en fonction uniquement des maîtres. Et donc, à partir de ça, on va venir substituer tous nos degrés de liberté par la matrice de passage fois les mètres. On multiplie chaque côté de l'équation par la matrice de passage transposée de façon à ramener une matrice de rigidité carrée en avant ici. Et donc, PKP ici, on va venir rebaptiser ça. On va le baptiser K étoile. C'est notre nouvelle matrice de rigidité de laquelle on est venu retirer tous les degrés de liberté esclaves contraints par nos MPC. Et donc, au final, on obtient un système d'équations qu'on peut venir résoudre qui comporte moins de degrés de liberté parce qu'on a appliqué nos MPC. Donc, nos MPC, en fait, on les a appliqués individuellement, mais on a aussi vu, en fait, dans Nastran notamment, qu'il y avait des éléments rigides. Donc, on avait utilisé notamment les éléments RBE2. Et qu'est-ce que c'est qu'un élément RBE2? C'est tout simplement une façon un peu plus pratique de venir imposer beaucoup de commandes MPC de façon un peu automatique, puisqu'elles respectent toujours les mêmes règles de mouvement de corps rigide.
Et puis, ben, l'utilisateur a souvent rentré ça. Et donc, plutôt que de coder mathématiquement chaque MPC manuellement, puis risquer de faire des erreurs, ben, on rentre un RBE2 qui automatiquement vient rentrer les commandes MPC. Donc, un mouvement de corps rigide, on a la cinématique de ça. Ça doit respecter, en fait, que les rotations du degré de liberté du nœud esclave vont être les mêmes que les rotations du nœud maître. Et puis, les translations du nœud esclave vont être égales aux translations du nœud maître, plus la rotation fois le bras de levier ou le vecteur R qui relie notre nœud maître avec notre nœud esclave. Donc, les équations de la cinématique ici elles sont toujours pareilles. Donc, lorsqu'on vient coder un élément RBE2, on code ces équations-là dedans, puis après ça, bon, on n'a plus qu'à appeler l'élément RBE2 qui, lui, va générer les commandes MPC à chaque fois. Donc, lorsqu'on vient entrer notre élément RBE2 dans Nastran, bon, on a les 6 équations de la cinématique. On peut les choisir individuellement, d'en activer que certaines, avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui font référence aux 6 équations, ou on peut toutes les activer. Mais donc, comment est-ce que ça vient modifier la matrice de rigidité? Ben, c'est exactement comme la matrice de passage liée au MPC qu'on a vu précédemment, parce qu'un RBE2, en fait, c'est juste plusieurs MPC. Donc, ce qu'on voit, c'est que des MPC, ça peut servir à venir imposer des éléments rigides, mais ça peut aussi servir à faire des symétries cycliques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une symétrie cyclique? Si on pense, par exemple, à une hélice ou à un rotor de turbine, donc on a ici une turbine, puis notre turbine, ben, elle n'a pas de plan de symétrie. Hein? Si on venait tracer un plan qui la coupe en plein centre, il n'y a pas de plan de symétrie. Si on faisait l'image miroir, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la roue de turbine, elle a une forme qui râle en rotation, ce qui fait qu'il n'y a aucune image miroir qui existe dans notre turbine ou dans notre hélice. Donc, c'est une vrille. On ne peut pas en représenter seulement qu'une fraction à l'aide de symétrie. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que si on imagine cette roue de turbine-là qui est sujette à l'accélération centripète parce qu'elle tourne à une certaine vitesse, elle a un chargement dû à l'écoulement qui passe dessus. Et donc, on pourrait quand même imaginer qu'on a quelque chose d'uniforme, puis on a quelque chose qui se répète. Donc, dans ce cas-ci, on a une turbine avec 4 aubes. Donc, on a quelque chose qui se répète. Donc, il semble que numériquement, on aura un gain à faire à utiliser cette répétition-là. Parce que dans le fond, on peut s'attendre à ce que les champs de contrainte, de déformation, de déplacement dans une aube soient les mêmes d'une aube à l'autre. C'est pour certains types de chargements. Donc, est-ce que ce serait possible de venir, dans ce cas-ci, ne mailler qu'un quart de la turbine ou de façon plus générale, seulement qu'une fraction de la turbine ou de n'importe quelle structure pour tirer bénéfice de cette périodicité cyclique-là qu'on observe? Et ben, la réponse, c'est oui, on peut faire ça. Ce qu'on va devoir imposer, en fait, c'est qu'aux endroits où on va couper pour limiter la taille de notre domaine à seulement qu'une fraction, seulement qu'une pointe de tarte de notre géométrie, il va falloir venir imposer des conditions de périodicité cyclique. Donc, dans ce cas-ci, on le fait de façon générale pour une pointe de tarte d'angle θ ici. Donc, θ qui va être défini selon qu'on a une périodicité cyclique correspondant à une fraction de 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc. de la géométrie totale. Et puis, ce qu'on va devoir imposer comme condition de périodicité cyclique, c'est que ce qui se passe sur une frontière va devoir, une fois tourné du même angle θ, être la même chose que ce qui se passe sur l'autre frontière. Donc, les déplacements, dans ce cas-ci, au nœud B, vont devoir être les mêmes que les déplacements au nœud A ici, mais tournés d'un angle θ. Donc, comment est-ce qu'on va venir exprimer ça? C'est tout simplement avec une matrice de rotation.
Donc, à notre nœud B ici, on va avoir un déplacement en X puis un déplacement en Y. Et puis à notre nœud A, qui est au même endroit, à la même position radiale que notre nœud B, le déplacement en X et en Y va devoir être le même qu'au nœud B, mais tourné de l'angle θ. Hein? Donc notre vecteur qui pointait par là ici, on le tourne de l'angle θ, puis maintenant il pointe comme ça ici. Donc on a une matrice de rotation qui va nous permettre d'imposer que le déplacement sur la frontière de notre maillage va être la même sur l'autre frontière de notre maillage. Donc, on voit en fait qu'on va devoir choisir une frontière où là, tous les nœuds vont être les nœuds esclaves ou maîtres. Et puis, similairement, sur l'autre frontière, ça va être l'opposé. Donc, on va avoir, si on a tous les maîtres ici, on va avoir tous les esclaves ici. Et donc, ce qui va se passer sur ce nœud-là va être égal à ce qui se passe sur ce nœud-là, tourné de l'angle θ. Donc, ça implique une certaine difficulté technique qui est que le maillage sur cette frontière-là doit être le même que le maillage sur cette frontière-là. Donc, si vous voulez bénéficier des symétries cycliques, il faut que vous prévoyez votre coût avant de mailler votre structure. Parce qu'il va falloir que, typiquement, que vous entriez une certaine commande dans votre logiciel d'éléments finis pour avertir votre logiciel que vous voulez faire une symétrie cyclique et faire en sorte que sur cette frontière-là, le maillage corresponde au maillage sur cette frontière-là. Sinon, vous ne serez pas capable d'appliquer vos MPC proprement si les nœuds n'ont pas la même coordonnée radiale sur une frontière et puis sur l'autre. Mais donc, à partir de cette symétrie cyclique-là, la relation géométrique qu'on a ici, on va formuler des MPC. Typiquement, c'est fait automatiquement dans votre logiciel éléments finis. Mais donc, il va y avoir plusieurs MPC qui vont être écrites dans une matrice de passage qui va réduire le nombre de degrés de liberté totale de votre problème pour venir résoudre votre structure comportant ces symétries cycliques.